Eh bien bonjour, je suis toujours aussi heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Rennes-le-Château, le dossier Les vidéos. Récemment, vous avez vu, nous avons retrouvé nos trois curés bizarres, Boudet, Gélis et Sonnière, qui ont chacun des destins très particuliers pour une région aussi étroite, si je puis dire. Nous avons Henri Boudet qui fait son livre particulièrement bizarre, Antoine Gélis, qui est un prêtre usurier, avare, semble-t-il, et qui est retrouvé assassiné dans son presbytère, et qui finalement recelait des sommes d'argent assez conséquentes. Et puis l'abbé Béranger Sonnière, que nous suivons maintenant depuis quelques semaines et quelques heures de conférences vidéo. Eh bien, vous allez voir, nous allons continuer à être un petit peu sur le collatéral, si je puis dire, de l'affaire Sonnière, parce que, rappelez-vous, les premières vidéos, c'était uniquement sur ce qui se passait à Rennes-le-Château, sur ce que Sonnière avait fait, et avec les trois curés, nous sommes un peu sortis du village. Et là, nous allons aussi ressortir un peu du village, puisque nous allons aller nous promener aussi bien à Limoux, à Alette-les-Bains, et nous verrons qu'il y a des choses un peu surprenantes. C'est vrai que si nous allons sur Limoux, nous allons pouvoir visiter différents monuments. Bien sûr, certains me diront qu'il faut visiter les caves de la fameuse Blanquette de Limoux, ce crément qui est très agréable à boire lorsqu'il fait chaud. Bien sûr, avec modération, il ne faut surtout pas oublier ça. Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie de la couleur locale. Mais une des couleurs locales aussi qui est importante sur Limoux, c'est les différentes églises. Et il y en a au moins une. Évidemment, certains vont dire « Ah oui, Notre-Dame de Marseille ». Eh bien non, nous n'irons pas à Notre-Dame de Marseille aujourd'hui. Nous y retournerons peut-être sur une autre vidéo. Non, nous allons aller à l'église Saint-Martin de Limoux, parce que vous allez voir, là, quelque chose de particulier, cette église Saint-Martin. Bien, quand on y rentre, déjà, elle est plutôt vaste, elle est plutôt belle. Je vous invite surtout à y aller un jour où il y a un concert d'orgue, puisque c'est quand même quelque chose de magnifique. Il y a une très belle acoustique dans cette église. Et puis, ça vous permet de vous asseoir et regarder autour de vous, contempler, ce monument. Et vos yeux vont se lever, forcément, dans une église, surtout gothique, on a tendance à s'élever, et le regard s'élève vers le haut. Et il y a une chose qui va tout de suite sûrement vous surprendre dans la nef, c'est que sur chaque côté de cette nef, au sommet de la nef, sur la hauteur des murs, eh bien nous y voyons des ouvertures classiques, les vitraux, les fameux vitraux des églises, mais ceux-là ils sont un peu particuliers par rapport à ce que l'on connaît dans d'autres églises. Et en l'occurrence ici, ils sont inscrits dans des cercles. Ce sont donc des ouvertures circulaires, et ce qui ne manque pas de surprendre, eh bien, c'est que dans chacun de ces cercles, eh bien, est inscrit une étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches, qui, comme vous le savez, est quand même un symbole important de la religion judaïque, puisque vous savez que c'est la fameuse étoile dite juive, que l'on retrouve également sur le drapeau d'Israël. C'est vraiment la marque du judaïsme. Cette étoile à 6 branches aussi baptisée Sceau de Salomon, qui pour les ésotéristes est un symbole fort, un talisman plutôt puissant. Mais ici, je ne pense pas qu'il faille le voir ici dans ce sens. En revanche, on y voit quand même une certaine référence au judaïsme. Vous savez, cette étoile à 6 branches, ce sont quand même ces deux triangles équilatéraux qui sont entrelacés et qui donnent cette fameuse étoile à 6 branches. Et c'est vrai qu'il est très surprenant de trouver ce genre de décoration dans une église chrétienne, catholique d'autant plus, sachant que quand même, nous avons une réelle référence au judaïsme dans ce symbole. Comme on le voit, il y en a plusieurs sur l'ensemble de cet édifice, et cet édifice a été restauré, si je puis dire, dans les années 1800 et quelques. Et ce qui est surprenant, c'est qu'aucune autorité religieuse n'a relevé le détail, ou en tout cas, il n'y a pas eu, semble-t-il, de réflexion de fait par rapport à cette décoration, ce qui peut quand même un peu surprendre, parce que, rappelez-vous quand même, l'Église catholique, surtout dans ces années-là encore, ne voyait pas la religion juive d'un très bon œil. Pour eux, c'était ceux qui avaient crucifié le Christ, et donc c'était un peuple maudit, un petit peu pour l'Église de l'époque.
Nous allons donc, après avoir vu ça, parce qu'il est incontestable que c'est étonnant, nous allons donc sortir de l'église Saint-Martin de Limoux et nous allons reprendre la voiture, le vélo pour certains si vous le voulez, le cheval pourquoi pas, et nous allons reprendre la route qui va nous conduire vers Rennes-le-Château, vers Cuisa. Eh bien, sur cette route qui suit le cours de l'Aude, qui court dans le petit ravin en bas, eh bien, nous allons arriver tout d'abord dans un village, une petite ville, qui est Alette-les-Bains. Alors, Alette-les-Bains est connue pour deux choses. D'une part, une source d'eau minérale bien connue, Alette, l'eau d'Alette, qui a eu rencontré quelques difficultés économiques ces temps-ci, qui faisait vivre quand même une bonne partie du village. Et puis surtout, historiquement parlant, Alette-les-Bains a été une ville extrêmement importante, puisque c'était le siège de l'évêché du Razès pendant très 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 longtemps. Et donc un lieu de pouvoir religieux extrêmement important. Une abbaye importante y avait été bâtie, où des moines évidemment y vivaient, et puis une cathédrale magnifique, qui a été hélas détruite dans les années 1500 et quelques, lors de la guerre de religion entre les chrétiens, enfin les catholiques et les huguenots. Et donc il y a eu donc les protestants, les huguenots étant le terme un peu trivial utilisé par l'époque, c'est les protestants contre les catholiques. Et il y a donc eu cette destruction complète de cette cathédrale, dont maintenant on peut entre guillemets admirer les ruines, que évidemment je vous conseille de visiter, parce qu'elles sont vraiment grandes, très belles à voir, avec encore des détails extrêmement intéressants au niveau de l'histoire de l'archéologie. On y trouve même à un endroit une représentation d'un ours, semble-t-il, asservi, qui est maintenu par un personnage. Pour certains, l'ours représente les Mérovingiens et le personnage représente, on va dire, les Francs qui, eux, sont venus écraser un petit peu tout ce petit monde-là. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui à Alette-les-Bains, c'est pas tant ça, c'est que lorsque vous allez aller dans le cimetière, qui est intéressant à visiter, d'abord parce que on cherche encore la tombe de Nicolas Pavillon qui était justement un des évêques extrêmement importants d'Alette-les-Bains. 3 tombes sont susceptibles d'être la sienne, on ne sait pas trop laquelle, mais c'est fait partie, je dirais, du tourisme d'Alette-les-Bains, mais surtout ce qui va nous intéresser lorsque l'on est dans le cimetière, nous avons une vue magnifique sur l'église Saint-André d'Alette-les-Bains. Elle a été restaurée il y a un siècle et demi, dans les années 1800 et quelques. Et ce qui va surtout nous surprendre, c'est que lorsque l'on est dans le cimetière et que l'on voit l'église, eh bien, nous voyons d'abord de l'extérieur, la nef, le corps même de l'église. Et là, on ne peut que s'étonner de voir les vitraux qui ont été faits. Et évidemment, ces vitraux sont comme à Alette-les-Bains, ils sont inscrits dans un énorme cercle et dans lequel est inscrit une étoile à 6 branches. Et là, je vous garantis que elle n'est pas petite. Nous en avons plusieurs sur chacune des façades et elles sont très très grosses. J'ai souvenir, un jour, je classais des photographies. J'avais un ami qui était là, qui était venu prendre un café, et cet ami est de religion juive. Et je trie mes photos, et une des photos d'Alette-les-Bains, de l'église Saint-André, sort du paquet. Et là, il voit cette grande étoile à 6 branches. Il me dit, mais dis donc, mais tu l'as prise où, cette photo de synagogue? Et là, j'ai souri, parce que j'ai retrouvé une autre photo, et je lui ai montré le plan total, où là, on voyait que le plan de l'église, il est resté quand même stupéfait de voir qu'une église catholique pouvait être décorée avec des étoiles à 6 branches, telles qu'elles étaient là. Donc il y a une réelle volonté de donner un symbole fort sur le symbole du judaïsme, sur l'étoile de David, employons bien le mot. Donc il y a cette volonté sur un édifice religieux catholique de vouloir insister sur l'étoile à 6 branches, qui est inscrite dans ces églises. Et là aussi, on n'a aucune trace, je dirais, d'un mécontentement de l'évêché de Carcassonne, dont les églises d'Alette et de Limoux dépendaient à l'époque, et dépendent encore maintenant. Et au moment où ça a été refait, puisque on voit bien sur Alette-les-Bains, on a la date qui apparaît sur les constructions, sur la pierre qui a permis de bâtir les différentes fenêtres, eh bien, on voit bien qu'il n'y a aucune trace de contestation de l'évêché de Carcassonne. Alors,
Est-ce que cet évêché était tout à fait d'accord avec ça, ou alors se disant trop tard, on n'a rien pu faire? Je trouve ça un peu surprenant. Donc ça voudrait-il dire que l'évêché de Carcassonne était parfaitement en phase avec ce qui allait se faire. Et pourtant, on voit que ces étoiles à 6 branches là sont entre guillemets récentes, elles ont 2 siècles, quoi, à peu près. Hein. Donc on n'est pas sur quelque chose d'ancien, et pourtant Lett-les-Bains va encore recéler un mystère, qui lui, par contre, est extrêmement ancien, et pour pouvoir le rencontrer, nous allons donc quitter l'église Saint-André, nous allons prendre une petite rue de Lett-les-Bains, hein, puisque Lett-les-Bains est un ancien village moyenâgeux, hein, qui est extrêmement bien maintenu dans son jus, si je puis dire, hein, puisque les maisons anciennes sont à peu près bien restaurées, il y en a quelques-unes qui sont en très mauvais état, parce que je pense que ça doit coûter très très cher. Et bien justement, nous allons monter une de ces petites rues, et nous allons nous rendre sur la place principale d'Alette-les-Bains. Place principale où l'on a la chance de voir des superbes maisons avec des superbes façades telles qu'elles étaient en 1500, en 1400 et quelques. Et nous allons lancer plus précisément sur l'une d'elles parce que nous allons pouvoir distinguer et voir surtout très nettement, nous allons voir très nettement que dans une poutre d'une de ces maisons a été sculpté différents symboles dont, eh bien regardez à cet endroit, une superbe étoile de David. Il est incontestable que cette étoile a été gravée d'une façon volontaire et très ancienne. À tel point que les habitants, il y a encore quelques années, appelaient cette maison la synagogue, alors que visiblement, il ne semble pas que ce soit une synagogue. Mais en raison de cette étoile à 6 branches, ils l'avaient baptisée la synagogue. Et pour certains autres, cette maison était la maison de Nostradamus. Alors, expliquons pourquoi Nostradamus. Il semble, la légende dit, alors très difficile à vérifier, que les grands-parents de ce fameux Nostradamus, Michel de Notre-Dame, s'étaient installés à Alette-les-Bains. Et que justement par la suite, ils sont partis, la famille est partie sur Salon-de-Provence, et c'est pour ça que cette maison est baptisée la maison de Nostradamus, en un mot la maison du juif, et que c'est pour ça qu'il y aurait cette étoile à 6 branches. Vrai ou pas, légende probablement. Et pourtant, il faut bien regarder cette étoile à 6 branches. Et regardez ce qu'il y a à son côté, juste accolé à elle. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit un blason. On voit un blason d'une famille, un blason constitué de bandes en relief et en creux, nous montrant vraiment un blason, une famille noble donc qui a ce blason. Eh bien, si vous regardez bien cette étoile à 6 branches qui est juste à côté, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas une étoile à 6 branches seule. Non, 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 non. Elle est la pièce unique d'un blason. Et là, ça devient intéressant. Ici, nous avons le symbole, si je puis dire, de 2 familles qui sont unies, un peu le symbole peut-être du mariage, avec les 2 blasons de chacune de ces familles. Ce qui est à noter, c'est que les familles nobles avaient des blasons, certaines familles bourgeoises aussi d'ailleurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles dans la création du blason. Ça s'appelle l'héraldique. Et puis il y a aussi des règles politiques. Et la première règle politique, du moins en France, c'était de dire qu'il était impossible qu'une famille non chrétienne puisse avoir des titres de noblesse et posséder un blason. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que ça sous-entend, vu ce que l'on voit là, qu'il y a une famille noble, donc chrétienne, reconnue par l'Église, qui possède un blason avec comme pièce unique une étoile de David, qui est par excellence le symbole du judaïsme. Alors certains vont dire, oui, mais l'étoile à 6 branches est un symbole philosophique, c'est un... Attention, qu'on soit bien clair, en héraldique, ici, on n'est pas dans la philosophie. On est dans une, je dirais, revendication, dans la trace d'un lignage. Est-ce que cette famille nous dit « Je suis de lignée davidique » Et là, ça devient quand même quelque chose d'important. Et d'autre part, je vous rappelle que il faut, normalement, pour être noble, être chrétien, afficher une étoile de David sur son blason, c'est dire qu'on a au moins des origines juives, et avoir un poids suffisant pour aller à l'encontre, je dirais, de l'Église.
qui, je vous le rappelle, à l'époque, était quand même le pouvoir, le vrai pouvoir. Les rois et autres, bien sûr, avaient du pouvoir, mais celui qui avait le vrai pouvoir, c'était bien le pape, qui était capable de faire et défaire des civilisations et des sociétés. Rappelez-vous tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire, et que l'Église a pu faire, et qui a peut-être même retardé notre civilisation. Mais ça, c'est encore un autre sujet sur lequel on pourra revenir un jour. Mais donc, nous sommes là en présence de quelque chose d'extrêmement important. Une famille noble possède un blason, avec comme pièce unique une étoile de David. Alors, est-ce qu'une famille noble existe qui possède ce blason? Actuellement, j'ai essayé de faire des recherches et de mon côté, je ne trouve rien de ce côté-là. Aucune trace d'une famille noble actuelle qui possède ce genre de blason. J'ai même interrogé une société d'héraldisme qui ne m'a jamais répondu. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, y a-t-il donc une famille noble qui a eu existé et qui possédait cette pièce héraldique sur son blason? Eh bien, nous allons revenir sur Rennes-le-Château. Et nous allons revenir à un livre important dans l'étude de l'affaire de Rennes-le-Château qui a été fait, ce livre, par Pierre Jarnac. Vous en verrez, vous allez voir la couverture de ce livre en même temps que je vous parle. Pierre Jarnac, c'est l'homonyme de Michel Vallet, hein, qui est un auteur connu et un chercheur connu dans le monde de Rennes-le-Château. C'est un vrai chercheur de trésors, Michel Vallet. Eh bien, il a eu fait ce livre et évidemment, il a abordé toutes les pistes que l'on avait pu pressentir à une époque, notamment avec les informations qu'avait pu donner Gérard de Sède dans son premier livre. Et évidemment, il s'est penché sur le fameux mystère de l'une des tombes du cimetière que Béranger Saunière avait décidé d'effacer à coups de burin, accompagné de Marie Denarnaud, et ce qui lui a valu d'ailleurs une plainte du conseil municipal de Rennes-le-Château, puisque nous avons un écrit du conseil se plaignant justement des dégradations faites par Saunière et Marie Denarnaud dans le cimetière, puisqu'ils ont même été jusqu'à écrire au préfet pour s'en plaindre. Gérard de Sède nous dit, voilà, il y avait une tombe dans le cimetière de Rennes-le-Château qui appartenait à la marquise Marie de Nègre-d'Able, dame de Blanchefort et dame d'Agnor. Et sur cette tombe, il y avait, semble-t-il, deux points importants. D'une part, la dame, qui était représentée avec des symboles très bizarres, étonnants, et puis la stèle verticale, qui, elle, avait un texte qui présentait l'épitaphe de la marquise, mais plein de fautes d'orthographe, avec des lettres surélevées, ce qui a permis à certains de trouver différentes choses, et puis qui ont permis de confirmer pour d'autres l'existence des parchemins dont tout le monde a entendu parler dans l'affaire de Rennes-le-Château moderne, mais dont je n'aborderai pas ici le sujet, on en parlera bien plus tard si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, la marquise Marie de Nègre-d'Able de Blanchefort, dame d'Agnor, et donc se marie avec François de Poul, qui est le seigneur de Rennes-le-Château. Le château que nous voyons actuellement à Rennes-le-Château est le château des Hauts-Poules. Château donc de base très ancienne, puisqu'il est dit qu'il y aurait des salles wisigothes. Vrai, pas vrai, je ne sais pas, mais en tout cas il est très vieux, les fondations sont très vieilles. Et ce château est maintenant le fameux lien qui fait que c'est Rennes-le-Château. Voilà. Et donc la famille de Hauts-Poules-Blanchefort habitait ici, dans ce château. Et lorsque la marquise de Nègre-d'Able est décédée, c'est le prêtre Antoine Bigot qui a procédé à son enterrement et qui a fait en sorte que, semble-t-il, que ces pierres soient gravées de cette façon. Alors comment sait-on que ces pierres ont été gravées? Eh bien, semble-t-il, il y a aussi la CESA, les membres de la CESA, donc qui est la Société d'études scientifiques de l'Aude, avaient organisé une randonnée dans les années 1800 et quelques, dans la région, et était passé à Rennes-le-Château et avait vu cette tombe. Et un membre de la CESA aurait fait une reproduction de cette tombe, et c'est comme ça que l'on connaît exactement comment elle était. Parce que cette tombe n'existe plus. Elle n'a jamais existé, on ne la voit plus. Enfin, on ne la voit plus du tout. Elle a été détruite, la légende nous dit par Saunière, mais on ne sait même pas réellement si elle a existé. En revanche, on n'a jamais non plus retrouvé le vrai dessin fait par la CESA. Donc Antoine Bigot a procédé à l'enterrement de Marie de Nègre-d'Able, dame de Blanchefort et d'Agnor, mais il faut savoir qu'elle a eu plusieurs enfants. Et l'une des filles de Marie de Nègre-d'Able et de François de Poul s'appelait Marie-Gabrielle de Poul.
Et justement, dans le livre de Michel Vallet, Pierre Jarnac, il nous présente une photographie d'une étoile à 6 branches. Et il est dit, dans le texte de Michel Vallet, que ceci est une photographie prise de la tête de lit de Marie-Gabrielle de Hautpoul. Alors c'est très, très surprenant, parce que on voit aussi le blason des Hautpoul à côté, et cette étoile à 6 branches. On n'a jamais su, c'était très long, enfin, à part Michel Vallet, personne n'avait vu cette tête de lit. Et puis, ça a été, semble-t-il, un petit peu oublié, parce que ce sujet des étoiles à 6 branches n'a pas vraiment beaucoup interpellé, comme on dit maintenant, les différents chercheurs de l'affaire de Rennes. En ce qui me concerne, c'était un sujet important dans mes recherches. Et puis, vous savez que j'ai réalisé avec David Gallet, mon ami David Gallet, plusieurs documentaires pour la télévision, et l'un et l'autre sommes évidemment, bien sûr, passionnés par l'affaire de Rennes-le-Château. Et un jour, il me dit, dis donc Jean-Patrick, je me rends sur Rennes parce que j'ai la possibilité de visiter le château des Hautpoul, veux-tu venir avec moi? Et là, à ce moment-là, moi j'étais professionnellement bloqué, et bien, donc David s'est rendu à Rennes-le-Château et a donc visité, avec le maire de l'époque, le château des Hautpoul, et avec le propriétaire qui était Monsieur Fatin, qui est depuis décédé. Donc ils ont visité le château, David Gallet a donc pu aussi voir les fameux fossiles de Monsieur Fatin, qui étaient des pierres avec qui semblaient représenter des animaux fantastiques, et pour lui c'était l'image de fossiles et de vie antédiluvienne. Et puis ils ont continué à se promener jusqu'au moment où David a dit « mais il semblerait qu'il existe une tête de lit dans votre château, une tête de lit qui représenterait le blason des Hautpoul. » Et là, très étonnamment, on lui dit « mais oui, bien sûr, il existe », et finalement, ils ont été le chercher. Et bien, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, pour la toute première fois, les photos de cette tête de lit, et là, c'est incontestable. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons bien 2 blasons. À gauche, le blason des Hautpoul, et à droite, le blason de Marie-Gabrielle d'Able. Alors, est-ce que ça veut dire que les nègres d'Able avaient une lignée davidique? Et c'est ce qu'ils expriment à travers leur blason. On voit que là, on a bien un blason sur ces têtes de lit, comme on a ce blason qui est inscrit dans la poutre de Alette-les-Bains. Mais dans Alette-les-Bains, c'est vrai qu'il n'est pas si simple de le voir, ce blason. Mais là, c'est incontestable. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire? Est-ce que les nègres d'Able avaient quelque chose qui leur disait qu'ils avaient des éléments prouvant qu'ils étaient de lignée davidique, et se sont permis de l'afficher directement? C'est quand même quelque chose de surprenant. D'ailleurs, je dois vous rappeler que lorsque nous avons visité l'église de Rennes-le-Château dans une de nos vidéos, rappelez-vous quand je vous ai emmené à la station numéro 1, où l'on voit Jésus présenté à Pilate, et que Pilate est prêt à se laver les mains, et qu'il y a un serviteur qui tient un plateau à la main, et que ce serviteur est un homme de couleur noire, eh bien rappelez-vous ce que je disais, c'est qu'à l'époque, au temps de Saunière, un noir, on n'appelait pas ça un black ou un noir, on appelait ça un nègre. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas maintenant, mais c'était comme ça à l'époque. Donc est-ce une référence à la famille de nègres d'Able? Eh bien oui, probablement. Et ce qui est surprenant, c'est que nègre d'Able, c'est aussi presque une expression d'un dualisme. Nègre voulant dire noir, d'Able venant d'Albus, Albus voulant dire blanc en latin, le blanc et le noir. Et l'Able, c'est aussi la blette, le petit poisson blanc. Alors, est-ce que la famille des nègres d'Able avait un lien avec la lignée davidique? Lorsque l'on dit que Marie de Nègre d'Able, dame de Blanchefort et dame de Niort, le terme à Niort est important, parce que les Agniors étaient une famille occitane très ancienne qui a immédiatement plongé dans le catharisme quand celui-ci est arrivé dans cette ode, l'aude que nous connaissons actuellement, et lorsque le catharisme s'est vraiment développé. Ils ont été reconnus comme étant des cathares, et donc ont été mis à l'index par l'Église, à tel point que leurs biens ont été saisis, et qu'ils ont perdu leur titre de noblesse. Et le château d'Agniors a été détruit.
Le château d'Arles et de Dagnor ont été... Enfin, à Niort, c'est Niort-de-Sceaux, hein, qui se trouve pas très loin dans le château, ça faisait partie du Razès. Et le château d'Arles, lui, leur a appartenu. Ce qui est surprenant, c'est que cette famille a disparu, puisque c'est Louis IX, Saint-Louis, qui a supprimé tous les titres de noblesse de cette famille, ainsi que leur propriété. Et comme par hasard, la dame de Blanchefort se dit être dame d'Agnor, alors qu'il n'y a plus raison d'être. Donc est-ce que c'est une piste? D'autre part, la famille de Nègre, qui était donc devenue une famille importante, il faut savoir aussi qu'elle était propriétaire des terres du Clas. Le Clas, je vous rappelle que c'est là où Béranger Saunière a passé ses 3 premières années, j'irais, de son sacerdoce en tant que prêtre. Il était nommé à la paroisse du Clas. Donc Saunière a un peu suivi les propriétés des Nègres d'Able. Alors, que dire de cela? Que dire de ces étoiles à 6 branches qui, comme vous le voyez, ne sont quand même pas anodines dans notre histoire? On s'aperçoit que des églises qui ont été refaites d'une façon récente, allez, un siècle et demi, 2 siècles, on y a intégré des étoiles à 6 branches, ça n'a gêné absolument personne dans l'évêché de Carcassonne. Et puis, nous avons la trace de cette famille qui affiche ouvertement, j'irais, ses armes, son blason, avec comme pièce unique une étoile de David. Là, on n'est pas dans le fantasme. On le voit bien sur ces têtes de lit. Et d'ailleurs, je remercie David Gallet, de m'avoir permis d'utiliser ces photos pour vous montrer que nous ne sommes pas dans un fantasme, nous sommes bien dans quelque chose de réel. Alors, y a-t-il quelque chose de particulier lié à la lignée davidique? Est-ce qu'en effet, rappelez-vous, c'est déjà l'hypothèse que nous avions dans nos précédentes vidéos, que Béranger Saunière aurait trouvé quelque chose lié au Christ? Et si tout ça nous le confirmait, est-ce que c'est pas cette fameuse piste que cherchaient Boudet et Gélis, et que Saunière, lui, a trouvé? Le faisceau de présomption devient de plus en plus fort et serré. Et puis, que penser de l'évêché, en un mot, des autorités religieuses qui, normalement, s'occupent de ces régions par rapport à tout ça? Est-ce que l'on se rappelle du proverbe qui ne dit rien consent? Nous verrons dans une prochaine vidéo qu'il y a aussi d'autres éléments très intéressants qui peut-être peuvent nous faire penser que l'Église catholique est peut-être beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et que les choses cachées, évidemment, sont invisibles, mais par contre, elles peuvent laisser des traces. Voilà, je voulais aujourd'hui vous emmener visiter ces fameuses étoiles à 6 branches, ces étoiles de David, ces sceaux de Salomon. En revanche, je pense qu'il faut retirer une chose simple, c'est que là, on n'est pas dans l'ésotérisme du sceau de Salomon, on est bien, je dirais, dans l'ésotérisme, dans le sens caché de la chose, de la lignée davidique, à travers cette symbolique, je dirais, des étoiles à 6 branches. Je vous dis à bientôt, je vous estime, et j'espère qu'on se retrouvera prochainement.